Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mes connaissances qui ont pris des produits dopants pour devenir athlète professionnel. Dans ma vidéo sondage pour les sportifs, je vous ai raconté l'histoire de mes amis, ou plutôt je veux dire connaissances, qui ont pris des produits dopants pour devenir athlète professionnel. L'année 2011 a été une année assez particulière pour moi parce que je suis parti en voyage 5 ou 6 fois en République dominicaine. Comme je voyageais beaucoup là-bas et que je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'ai pu tisser des liens d'amitié avec des baseballeurs professionnels qui jouaient au baseball à l'époque avec mon cousin. Dis-toi qu'en République dominicaine, on dit que si t'as jamais touché une batte de baseball de ta vie, bah t'es pas dominicain. Si tu aimes le baseball ou les sports type américain, t'as sûrement déjà dû entendre les noms de ces dominicains que je vais te citer. Sammy Sosa, José Reyes, Robinson Canoa, José Batista, David Ortiz, et cette liste je peux la continuer encore un bon bout de temps jusqu'à toucher la double monétisation sur cette vidéo. En gros, ce que tu as à retenir par rapport à tout ça, c'est que la République dominicaine fait partie de l'élite du baseball et que nous formons d'excellents joueurs. Point, on ferme la parenthèse. Chaque année, des milliers de jeunes s'entraînent comme des bêtes pour pouvoir devenir un jour joueur professionnel. Je les comprends car les contrats de baseball font partie des contrats les mieux payés dans le sport au monde. Si on prend les 30 plus gros contrats de sportifs au monde, 23 proviennent du baseball. Maintenant, parlons de mes amis. Je peux vous dire que pour réussir dans le baseball, comme dans tous les sports, il faut s'accrocher. Mais beaucoup plus en République dominicaine. Entre ce qu'on voit à la télé du baseball et ce qu'il faut faire pour être dans la télé, il y a un fossé aussi grand que mes cheveux et mon front. Ces mecs se tuent à la tâche comme tous les sportifs, mais dans des conditions un peu plus dangereuses que nous. En général, en République dominicaine, les baseballeurs se lèvent super tôt, à environ 5 à 6 heures du matin, pour aller courir. D'ailleurs, si tu prends l'autoroute le matin très tôt, tu vois plein de jeunes en train de courir sur les bandes d'arrêt d'urgence. Je pense que tu es en train de te demander pourquoi ils courent le matin. C'est pour éviter la chaleur de la journée. Et pourquoi l'autoroute? Car les routes sont en bon état, il n'y a pas de trou et il n'y a pas de risque de se faire une cheville. Par contre, le taux de mortalité est multiplié par 3. Mourir ou avoir une entorse, le choix est vite fait. Donc les gars courent tôt le matin. Ensuite, ils vont au play et ils tapent des balles, ils lancent des balles. Ils tapent des balles, ils lancent des balles. Ils tapent des balles, ils lancent des balles jusqu'à l'heure de manger. Ensuite, grosse orgie dans la cuisine pour bien remplir tout ça. L'après-midi, école enchaînée avec musculation juste après. Et le soir, s'ils ont la motive, de nouveau jouer au baseball. Quand j'ai vu la première fois les jeunes s'entraîner, je me suis demandé mais s'ils faisaient vraiment du baseball. Car quand tu vois les joueurs de baseball à la TV, ils ont souvent la cabine avancée et ils courent pas très vite. Mais bon, à ce qui paraît, tu peux avoir la cabine avancée une fois que tu as ramassé tes 20 premiers millions. Sincèrement, la plupart de mes potes, c'était des machines de guerre. Mais le seul souci, c'est qu'il y en a plein d'autres qui sont des machines de guerre comme eux. Du coup, qu'est-ce que tu fais pour te démarquer des autres personnes? Bah, tu passes par la case dopage. Le plus gros problème en République dominicaine, c'est que il est très difficile d'avoir de l'argent, voire même quasiment impossible si t'es pas dans le système. À l'inverse, être pauvre, bah c'est très facile et quand je te parle de pauvre, c'est pas pauvre comme chez nous. C'est un niveau de pauvreté qui est encore plus bas que ce qu'on connaît ici. En gros, en République dominicaine, bah t'as pas le droit à l'erreur. Surtout que ces jeunes ont tout misé sur le sport car faire des grandes études demande beaucoup de temps, donc c'est quasiment impossible, voire même impossible à combiner les deux en même temps. L'avantage en République dominicaine, c'est que quand un joueur de baseball réussit, bah il met à l'abri toute sa famille. El béisbol en Dominicana representa lo que es un 100%, ya que es una de las formas en la cual el joven puede sacar a su familia más adelante, más rápido, diría. Donc quasiment toutes les familles placent de l'argent dans leurs jeunes prodiges, comme ça il ne soucie de rien et il peut s'entraîner comme il faut. Par exemple, ma mère a énormément payé pour mon cousin qui faisait du baseball à l'époque. On pourrait limite comparer ça à un placement financier. Tu mets de l'argent sur le jeune et s'il réussit dans le sport, paf, tu lui dis, hey mon garçon, n'oublie pas, j'ai été là pour toi à tes débuts et si t'en es là, c'est grâce à moi. Ma mère n'a bien sûr pas fait ça pour l'argent, mais sachez qu'en République dominicaine, il y a certaines personnes qui le font. Malheureusement, en grandissant, mon cousin était beaucoup plus attiré par l'alcool et les femmes que le baseball. Je disais donc que les familles placent de l'argent sur leurs jeunes prodiges pour qu'ils ne manquent de rien et une fois qu'ils sont bons, ils contactent les meilleurs coachs de la République dominicaine. Enfin, plutôt devrais-je dire les coachs qui ont plus de contact avec les équipes à l'extérieur. Les coachs font une évaluation de tes performances pour savoir comment tu joues, mais le plus important pour eux, c'est de savoir à combien tu lances la balle en km/h et à combien tu la tapes. Car ce sont les références qui intéressent le plus les recruteurs à l'extérieur. Vous voyez, à ce niveau-là, il y a déjà un gros souci. Comment voulez-vous juger un joueur seulement par ses compétences physiques ? C'est complètement absurde. Prenons un autre exemple qui risque de plus parler aux gens qui font du football américain. Imaginons que je me présente pour les tests physiques de NFL, les Combine, et que par magie, tu sais pas comment, j'explose le record du 40 yards qui est détenu par John Ross qui a fait 4,22 et que je fais 4,15. Tu crois que les recruteurs de la NFL vont se dire quoi? Ce mec a du potentiel. Certes, il ne sait pas très bien jouer au football américain, mais on a les infrastructures pour tout lui apprendre et il pourra devenir meilleur grâce à nous. Pourquoi? Le public, les
médias, les coachs ne voient que ça. Imaginez-vous que j'explose le record du 40 yards et que personne ne me prend. Tout le monde va dire mais vous êtes fou, vous auriez dû le prendre, il a du potentiel, etc., etc. Pour les gens qui me demandent à chaque fois sur Instagram comment réussir pour aller en NFL, battez le record du 40 yards, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est triste comme histoire quand on y pense, mais c'est la pure réalité. Cela voudrait dire que j'aurais pris la place d'un gars qui certes est peut-être en moins bonne condition physique que moi, mais qui connaît réellement le football. La question qu'il faut aussi se poser, c'est que est-ce que être l'homme le plus rapide au football américain est vraiment utile? Je vous dis la vérité, non, car il est quasiment jamais impossible de courir à sa vitesse maximale au football américain. Il y a des changements de direction, des adversaires, ton équipement, etc., etc. Pour moi, les combines, c'est bien parce que ça donne une valeur pour savoir ce que l'athlète vaut physiquement, mais c'est pas ça qui va vous dire si l'athlète est un bon athlète ou non. Pour le baseball, c'est pareil. Imagine que j'arrive comme ça, en mode one again, devant les recruteurs et que je bats le record de lancer qui est de 169,9 km/h. Tu crois que les recruteurs ne vont pas s'intéresser à moi? Donc voilà ce qui se passe dans le sport. On se préoccupe en premier de la qualité physique du joueur sur un moment donné et ensuite on regarde la qualité technique. Si tu as de la chance et que tu es une machine de guerre et que tu lances des balles dans la moyenne plus, amène pour toi. Par contre, si tu es en dessous, c'est là que les choses se compliquent. J'ai remarqué dans le sport que les athlètes qui avaient un manque dans un certain domaine travaillent 2 fois plus dans un autre pour combler ce manque. Et je vais te donner l'exemple le plus simple, moi. Quand j'étais gardien de hockey, la souplesse m'a toujours fait défaut et j'étais raide comme un bâton et encore aujourd'hui. Dis-toi qu'en tant que gardien de hockey, je n'ai jamais réussi à faire un grand écart et je le ferai jamais. L'autre gardien avec qui je jouais à l'époque était un très bon gardien et qui l'est toujours. D'ailleurs, lui joue en première division en Suisse. Il s'appelle Benjamin Kuntz. Lui, il était souple. Du coup, comme j'étais un gardien assez raide, j'ai dû adapter mon jeu et j'ai dû rattraper mes points faibles. Et comment j'ai fait ça? J'ai joué sur ma vitesse. Mon style de jeu faisait que j'étais un gardien très nerveux. Je me trouvais à chaque fois en fait en face du puck, alors que lui, Benjamin, comme il était plus souple, il était plus calme. Au baseball avec mes potes, c'était pareil. Ils ne lançaient pas des balles telles des missiles téléguidés, mais ils avaient d'autres qualités que les autres n'avaient pas forcément. Ils étaient plus rapides, ils avaient une meilleure connaissance. Mais malheureusement, quand un recruteur vient te voir, il ne peut pas voir ces qualités-là. Les coachs en République dominicaine ne passent pas par 4 chemins. Ils vont pas perdre du temps à essayer de te faire passer un message comme quoi tu dois passer du côté obscur si tu veux réussir. 18-year-old Misael Ponciano's dream of playing baseball turned into a nightmare when his trainer told him about a drug that would help him play better. Yo le pedí 5,000 pesos a mi papá, él me lo dio, como ya yo estaba puesto para los míos, quería firmar. Me dijo, eso te va a poner a tirar más duro y agilizar más. Il faut penser que les coachs qui sortent des très bons joueurs ont aussi un petit avantage financier. Et les joueurs qui ont du potentiel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont aller voir ce coach car ils savent qu'ils ont un moyen de pouvoir réussir avec lui. Et dans tous les sports, c'est la même histoire. Il faut pas oublier que le sport au niveau, c'est pas du loisir, c'est un putain de business comme un autre. Donc les coachs, ils s'en foutent, ils y vont qu'à sur table. Ils te disent, bon, écoute, t'es un bon joueur, tu as de la technique, mais malheureusement, t'es pas assez fort. Si tu n'es pas plus fort, les coachs ne vont pas te prendre. Donc mon garçon, si tu veux être prêt quand les coachs extérieurs ils arrivent, t'as intérêt de te doper. C'est de là que j'ai sorti la phrase que j'ai mis dans mon questionnaire dans la vidéo sondage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve juste là si jamais. Donc tu penses bien que mes potes ont quand même réfléchi un peu. Est-ce que je veux me donner 100% des chances de réussir ou alors j'essaye naturellement et on verra ce qu'il se passe? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Quand tu as une pression comme eux ils ont sur les épaules, le choix est vite fait. Est-ce que tu veux rendre ta famille heureuse? Pouvoir mettre maman à l'abri des besoins? Pouvoir gagner beaucoup d'argent et faire ce que tu veux de ta vie? Ou reprendre une vie normale et compter tes sous à la fin du mois? Et franchement je peux que les comprendre. Il y a eu tellement d'investissements financiers, d'entraînement à en mourir tous les jours et j'en passe, qu'à ce stade franchement tu te dis pas ouais je vais essayer naturellement, on verra ce qui se passe. Certes il y en a qui essayent, je dis pas le contraire. Mais quand tu veux absolument arriver à quelque part, tu te donnes les moyens coûte que coûte d'y arriver. Donc mes potes se sont dopés et je peux te dire que les gars ils se sont envoyés des méga doses de vitamines dans le fion. Je ne vais pas te donner les noms car on est sur YouTube et je vais quand même pouvoir toucher ma YouTube monnaie à la fin. Je leur avais demandé d'ailleurs s'ils n'avaient pas peur de se faire tester au test antidopage et ils m'avaient répondu que non. Et surtout que entre le moment qu'ils viennent te voir et le moment qu'ils te signent, il y a beaucoup de temps qui se passe. D'ailleurs à cette époque il y avait très peu de tests antidopage. Les tests antidopage au baseball sont surtout survenus après le scandale de Biogenesis en 2013. L'affaire Biogenesis est un scandale lié au dopage sportif, surtout dans la ligue de baseball, la MLB. Certains des très grands joueurs de la MLB comme Alex Rodriguez, le GOAT du baseball, s'est fait choper. Donc si vous voulez une
vidéo concernant le scandale Biogenesis, dites-le moi en commentaire. J'avais beaucoup suivi l'histoire à l'époque parce que ça m'avait beaucoup intéressé, donc dites-le moi. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'est que certains de mes potes m'avaient dit que des jeunes avaient commencé le dopage super tôt, à l'âge de 16-17 ans, pour être sûr d'être pris plus tard. C'est sûr qu'un recruteur qui voit un gamin qui a 16-17 ans lancer des balles aussi rapides qu'un gamin qui a 18 ou 20 ans, ça le pousse à essayer de le prendre. Au final, si on réfléchit bien à tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un gars a lancé une balle à X km/h. Un deuxième aussi, un troisième aussi. Pour les recruteurs, cette vitesse est devenue la norme. Si un joueur lance une balle sous cette vitesse, c'est qu'il n'est pas forcément bon. Du coup, les coachs et les joueurs, pour combler le manque, ils font quoi? Ils trouvent des alternatives pour combler ce manque-là. Au début, on modifie les entraînements, on modifie la diète, on modifie plein de paramètres extérieurs. Et ensuite, une fois que tu atteins ton summum, qu'est-ce que tu fais pour toujours impressionner les coachs? Bah, tu passes du côté illégal. Pour moi, personnellement, je pense que dans le sport, maintenant, avec toutes les avancées technologiques qu'on a, je trouve qu'on est déjà arrivé à 95% ou 100% des capacités physiques des athlètes qu'on peut atteindre naturellement. On sait quels entraînements sont adaptés pour les sportifs, on connaît les techniques qui fonctionnent le mieux, les grands clubs ont des médecins qui poussent les corps des athlètes à leur maximum potentiel. Le problème, c'est qu'on est dans une société où tout le monde veut du spectaculaire. Le public veut en voir toujours plus, les clubs en demandent toujours un peu plus aux athlètes, les athlètes entre eux se compétitionnent à savoir qui c'est qui aura le plus de titres, qui c'est qui battra son record, etc. Si on continue avec ces systèmes-là, un jour ou l'autre, on va arriver où tous les athlètes seront à leur maximum du potentiel. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si on veut avoir toujours un peu plus de spectaculaire, bah va falloir passer à autre chose. Ou alors il faudra à un moment donné tricher sur le matériel pour que les athlètes puissent battre des records. Je donne un exemple bête comme ça, mais imaginons la course. Donner aux athlètes la possibilité d'avoir des chaussures qui leur permettent par exemple de courir plus vite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis par rapport à tout ce que je viens de dire. Ça peut être vraiment cool qu'on puisse en discuter et voir les avis différents. Et comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu, de partager cette vidéo. Et nous, on se revoit bientôt.